Ça y est, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. On a changé la pile de l'oreillette. Maintenant, je peux entendre ce que Stéphane me dit de la régie. On est ensemble jusqu'à 9h. Et donc, au programme des 30 prochaines minutes, nous allons notamment dans le journal revenir sur cette situation de crise dont on vous parle depuis 7 heures et qui traverse toute la filière volaille en Vendée en ce moment. L'influenza aviaire impacte maintenant l'intégralité du département. Tout le secteur est comme paralysé car soumis pour l'instant à l'interdiction de pouvoir renouveler les élevages. Le coup de fil à la presse du jour, ce sera à nos confrères de Ouest France. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir le premier épisode de notre tournée dédiée à la présidentielle. C'est un partenariat TV Vendée Ouest France. Guillaume Roblet, le directeur départemental du journal, vous lèvera donc un petit peu le voile sur les coulisses de ce projet qui a notamment mené des journalistes de la presse écrite à parler devant une caméra. Et puis notre plus info du jour, il revient sur l'engagement du quasi-millier de bénévoles et de professionnels de santé à Terre de Montaigu, une brigade qui pendant un an a testé et vacciné contre la Covid. Elle vient de mettre un terme à sa mission. Mais avant tout cela, on va regarder pour la dernière fois la météo de ce jeudi. Alors après 2 jours qui ont été un petit peu compliqués où nous avons tous eu la vie en jaune, la bonne nouvelle c'est que ça devrait s'arranger à partir d'aujourd'hui et totalement disparaître à partir de demain. Ce matin le vent tourne et il va nous permettre en fait de commencer à repousser ce sable et ces poussières qui nous arrivent du Sahara vers la Nouvelle-Aquitaine. Mais la contrepartie à ce ciel qui se dégage, ce sont des températures qui vont un petit peu baissé cet après-midi, donc ce sera la suite et la fin normalement du retrait de ce sirocco. Après le marais breton qui aura été libéré ce matin, c'est quasiment toute la Vendée qui devrait de nouveau apercevoir un petit bout de ciel bleu. Les marées à présent, eh bien la mer est à son point le plus bas dans 2 heures maintenant, 10h20. Haute mer pour le goûter et puis on se prépare là aussi, vous le voyez tout doucement au coefficient 100 qui sera le plus gros coef de cette deuxième quinzaine du mois de mars et qui est annoncé pour samedi après-midi et dimanche toute la journée. Les marchés à présent. Eh bien, ces marchés, nous pouvons aller un petit peu partout sur le territoire, comme chaque jeudi, un petit peu toute la journée aussi. Ce matin, vous avez rendez-vous à Beauvoir-sur-Mer, à Givran ou encore à Avrier avec vos producteurs locaux. Cet après-midi, c'est plutôt du côté de Saint-Philbert-de-Bouenne et des Landes-Génusson. Et puis ce soir, ce sera Chantenay et Saint-Mémin. Côté éphéméride, nous fêtons les Patrice aujourd'hui et les Patrick, c'est la Saint-Patrick, jour de fête nationale en Irlande, ce qui promet de belles soirées. Le soleil va se coucher à 19h14, soit 3 minutes plus tard qu'hier. Et maintenant, on passe au journal. Et nous commençons donc avec cette situation dont on a encore du mal à estimer le nombre exact de personnes qu'elle concerne. Depuis le début de l'année, l'influenza aviaire est présente en Vendée. D'abord localisée, elle a désormais été détectée dans plus de 200 élevages du département. Une maladie qui concerne les volailles et qui entraîne l'abattage systématique de l'intégralité des cheptels touchés. Pour les éleveurs, notamment dans le bassin de Challans, la crise traversée est très difficile à gérer. Pierre Delicieux. Des mines graves, les traits tirés pour certains de ces éleveurs, ici en réunion de crise. Depuis plusieurs semaines, la grippe aviaire fait des ravages comme jamais sur le département. Je suis éleveur et entre autres éleveur de volailles depuis 38 ans. Et c'est du jamais vu dans notre secteur. On a eu le cas dans le sud-ouest. Pour vous situer, c'est vrai que le sud-ouest, au niveau des volumes, actuellement, ce qu'on est en train de vivre, c'est 3 fois le volume, voire 4 fois le volume du sud-ouest, au niveau des impacts. Donc les dégâts au niveau des élevages sont immenses et les dégâts collatéraux sur toutes les entreprises. Un virus qui se propage à une vitesse impressionnante. Depuis le début de la crise, 550 élevages vendéens ont été touchés, soit un tiers des exploitations du département. Des exploitations qui sont obligées d'abattre leurs animaux par mesure de prévention. Une situation souvent traumatisante pour ces exploitants. À la place d'un éleveur, psychologiquement c'est dur parce qu'un éleveur n'est pas pour... Quand on voit ces animaux mourir, c'est pas plaisant, c'est pas notre travail. Le groupement, les organisations sont là aussi pour nous aider. On peut aussi faire des demandes de trésorerie à l'instant T, en attendant les aides de l'État. L'aspect financier aujourd'hui, je dirais
c'est pas ce qui nous met en détresse. Ce qui nous met en détresse, c'est déjà la mortalité sur nos animaux. Une crise qui ne concerne pas que les éleveurs. Environ 8000 emplois sont concernés sur le département. Des discussions avec les services de l'État sont en cours pour indemniser l'ensemble de la filière. L'État est donc en train de voir comment accompagner la filière et pas uniquement les éleveurs, mais bien toute la chaîne volaille, de l'élevage à la transformation, comme l'explique le préfet de la Vendée. Il était hier au micro de Pierre Dalicieux. Bonjour Monsieur le Préfet. C'est une situation, on l'a dit, sans précédent. C'est une situation inédite de grande ampleur qui touche pour l'instant 213 foyers dans le département, et je ne compte pas les cas suspects, qui nécessite une mobilisation de tous les services de l'État. Donc j'ai activé depuis la fin du mois février une cellule de crise avec tous les services de l'État concernés, mais aussi avec les représentants de la profession agricole, la présidente de l'association des maires et le vice-président du conseil départemental pour bien montrer que nous attaquons, nous gérons cette crise ensemble. Au niveau des aides, alors les éleveurs sont tous évidemment très inquiets de voir leur exploitation en danger. Est-ce qu'il y a des aides, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à l'heure actuelle, des aides prévues? J'ai une pensée, enfin c'est pas que des mots, très très forte pour les éleveurs qui sont touchés. Nous les accompagnons également sur le plan psychologique avec les dispositifs qui existent et l'aspect financier. Donc il y a deux types d'aides pour les éleveurs. Une aide qui est versée immédiatement, donc c'est ce qu'on appelle une mesure, dans le cadre de mesures sanitaires, ça comble en fait l'opération d'enlèvement des déchets, des opérations liées à la désinfection des locaux. Et cette aide, il y a un versement immédiat à hauteur de 75%. La deuxième aide, qui est une aide un peu plus dans le temps, plus longue, mais on a développé les moyens, le ministère de l'Agriculture a mis en place des moyens supplémentaires pour pouvoir traiter les demandes, c'est de compenser la perte du chiffre d'affaires qui va être liée au nécessaire vide sanitaire. Et puis plus loin, il y a toute la filière aval. 8000 à peu près, 8000 à 10 000 personnes. Oui, alors, on ne sait pas, on est en train de recenser. Alors moi hier, j'ai organisé une réunion avec on va dire l'ensemble des acteurs concernés par cette crise, avec les représentants des collectivités. Et l'idée est de mettre en place un dispositif d'activité partielle, beaucoup plus généreux que le dispositif de droit commun. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux entreprises concernées de passer ce cap et surtout de conserver les salariés qui sont employés, parce que on sait très bien que ce sont des emplois qui peuvent partir et qui compliqueraient la reprise d'activité. Pour résumer, le chômage partiel aujourd'hui, c'est autour de 70% de compensation. Là, l'idée, c'est d'aller jusqu'à 100%. L'idée est d'aller au maximum, jusqu'à 100%. Donc, c'est un dispositif qui est en train d'être étudié. Les réunions se multiplient. Et hier, ce dispositif les grandes lignes ont été présentés. L'objectif, c'est bien sûr de le faire valider et de le mettre en œuvre le plus vite possible pour pouvoir soutenir, je dirais, l'ensemble des filières. Dans le reste de l'actualité, cette petite info maintenant, si vous habitez La Roche-sur-Yon, c'est ce week-end qu'est organisée la restitution des assises de quartier, résultat de plusieurs mois de travail, de 150 participants, dont des habitants. Un village est donc monté samedi après-midi aux Oudéry pour présenter le plan. La visite se fait sur inscription. Une présentation avec la participation de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Alors, faut-il s'attendre à une annonce particulière? Eh bien, c'est ce que nous verrons samedi. Et puisqu'on parle de La Roche-sur-Yon, eh bien, des images aussi de cette marche pour le climat et la justice sociale. C'était samedi. Un peu plus de 300 personnes réunies place Napoléon suite à l'appel national. Une manifestation rebaptisée Look Up, en référence au film sorti sur Netflix Don't Look Up, qui dénonce justement l'immobilisme de la sphère politique face à l'urgence climatique. En Vendée, l'appel a notamment été très suivi par le collectif Youth for Climate, des jeunes pour le climat. On décide de manifester le plus possible pour que justement notre message y passe et faire comprendre aux gens que c'est important de changer. Et on a conscience que juste manifester ça ne changera pas le monde, mais si à notre âge on ne fait pas déjà ça, on ne fera jamais rien, donc on essaie de s'engager à notre niveau. Il y a toute une jeunesse qui est là, qui est présente et qui va vivre dans les années futures, et c'est important qu'ils fassent quelque chose pour ça, et moi je viens les soutenir. On est la génération suivante, et si nous on ne vient pas pour défendre notre planète, qui le fera ? C'est nous qui vivons plus tard, donc à nous de la protéger tout simplement. Si on n'agit pas, la planète elle va mourir. C'est pour notre avenir, pour que la planète puisse continuer à vivre, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup d'années. Donc c'est maintenant et pas plus tard. Voilà. Et nous allons terminer dans le sud Vendée à présent. Le sud Vendée où viennent d'être installés 3 simulateurs voitures assez uniques dans le Grand Ouest. Une innovation qui a été imaginée et développée dans le département du côté de Trièze. Une innovation qu'Aurélien Huard a pu tester en avant-première.
C'est unique dans le Grand Ouest et c'est une innovation 100% vendéenne. 3 simulateurs de voitures de course GTE ont pris place au sein de ce complexe multi-activités installé depuis 10 ans à Sainte-Gemme-la-Plaine. 3 cockpits sur vérin équipés de véritables pièces de voitures de sport qui permettent de se mettre dans la peau d'un pilote de course. L'objectif, c'est de pouvoir fournir des sensations équivalentes, ou au moins essayer d'être équivalent à la réalité, avec un mouvement, ce qu'on appelle de roulis et de pitch, donc sur 2 axes, avec un retour de force au volant pour avoir des vraies sensations de la route, ainsi qu'un système de vibration en fait, dans le siège pour pouvoir ressentir tout ce qui est irrégularité de la route, vibreur, etc. Vous avez différents choix du coup de difficulté, donc déjà d'un point de vue boîte de vitesse, donc manuel ou automatique, mais aussi des niveaux de difficulté, donc d'aide au pilotage. L'objectif, c'est de pouvoir proposer une prestation à quelqu'un qui ne connaît absolument pas l'automobile en général, mais et pouvoir aussi proposer quelque chose d'un peu plus compliqué à quelqu'un qui a déjà fait des simulateurs de conduite dans le passé. Ces simulateurs sont les premiers produits grand public créés par Dynasim, société basée à Trièze et qui travaille régulièrement avec les professionnels du sport automobile. On travaille avec différentes équipes dans le sport automobile, donc dans le rallye, dans l'endurance, notamment les voitures que vous pouvez voir aux 24 heures du Mans, la Formule I qui est la Formule 1 électrique. L'objectif, c'est de pouvoir proposer une prestation sans aller faire rouler une vraie voiture. Ça nous permet d'avoir des données, de pouvoir commencer de travailler sans pouvoir poser une voiture sur la piste qui est très chère en fait. Une nouvelle offre pour ce lieu de loisirs indoor qui a également profité de la période Covid pour lancer la plus grande salle de laser game du département. Un labyrinthe de 450 mètres carrés qui propose plusieurs thèmes, plusieurs ambiances lumineuses et sonores pour les adultes comme pour les enfants. Ce qu'on a voulu développer, on a eu la chance de le faire en partenariat avec MBS Productions qui est à Sainte-Gemme-la-Plaine, c'est d'avoir un seul lieu mais dans lequel on peut faire des sessions différentes, c'est-à-dire pour que les gens puissent revenir et sans s'ennuyer, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir des thèmes différents et après on peut jouer soit en solo, soit en équipe. On a différents thèmes de jeu aussi qui peuvent être adaptés selon les groupes qui viennent. S'ils reviennent une deuxième fois, on peut leur proposer autre chose, quoi. Les simulateurs et le laser game s'ajoutent au bowling, baby-foot, billard ou encore jeux d'arcade déjà présents. C'est désormais un espace de 2500 mètres carrés qui est accessible à la population et aux touristes du Sud Vendée. Et puisqu'on parle voiture, je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver tout au fil de la matinée la rediffusion de l'entretien que nous avons eu à 8h15 avec notre invité de la matinale, Michel Gueup, le président des Codes Rousseau, même si a priori il ne faut pas le permis de conduire pour conduire ces simulateurs-là. Voilà, on a fait le tour de l'actu de ce jeudi matin. On va maintenant revenir ensemble sur les prévisions météo des prochaines heures en compagnie de Juliette Carto. Et puis ensuite, nous aurons notre plus de l'info à Montaigu-Vendée. Nous aurons également notre coup de fil à la presse avec notre confrère de Ouest France ou encore un petit aperçu du programme télé aujourd'hui sur TV Vendée. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la météo avec le cabaret La Belle Entrée. Bonjour à toutes et à tous. L'anticyclone fait un passage furtif en Vendée ces prochains jours pour nous donner un temps plutôt ensoleillé jusqu'en fin de semaine. Mais le vent qui vire au nord deviendra de plus en plus soutenu. Mais d'abord, nous retrouvons un ciel rempli de nuages et d'éclaircies ce jeudi 17 mars au matin, mais un temps un peu moins doux que ces jours précédents avec 4 degrés seulement à Montaigu-Vendée, 7 à Fontenay-le-Comte, 6 au Sables-d'Olonne et 8 à l'Île-Dieu. Dans l'après-midi maintenant, les nuages se dispersent davantage, faisant place à un beau soleil, surtout très présent sur la côte. Le mercure augmente pour atteindre 13 degrés à La Roche-sur-Yon, 12 à La Châtaigneraie, 13 en bord de mer et 12 sur les îles. On regarde dès à présent cette fin de semaine où le soleil est de la partie dès vendredi et ce tout au long de la journée. Le temps est frais cependant avec un vent sensible, rafale jusqu'à 70 km/h. Les températures s'échelonnent donc de 3 à 14 degrés. Samedi, le ciel sans nuages progressivement malgré quelques éclaircies qui tentent de pointer le bout de leur nez. Les rafales de vent sont toujours présentes avec des pointes jusqu'à 60 km/h. Le thermomètre remonte affichant de 6 à 14 degrés. Et enfin dimanche, le soleil essaie de reprendre la dominance face aux nuages, mais le temps reste globalement similaire à celui de la veille. La côte vendéenne bénéficie toutefois d'un peu plus d'ensoleillement et le mercure s'adoucit variant de 5 à 15 degrés. Et pour finir, on revient à ce jeudi 17 mars. Le soleil nous accompagnera 3 minutes de plus. Et n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Patrices et à toutes les Patricia. Passez une très belle journée et retrouvez très bientôt un nouveau point météo avec Fanny Poirier.
Merci Juliette, il est 9h moins le quart maintenant sur le plateau de la matinale et nous allons donc prendre la direction de Terre de Montaigu pour notre Plus Info du jour. La communauté de communes organisait il y a quelques jours maintenant une cérémonie de remerciement pour tous ceux qui se sont engagés pendant plus d'1 an dans la vaccination et le dépistage Covid. Regardez. Écoutez, on est très heureux de voir beaucoup de monde dans cette salle d'Olia pour cette petite cérémonie que nous avons voulu d'abord conviviale après ces moments difficiles pour remercier l'ensemble des bénévoles et l'ensemble des professionnels de santé qui ont permis autour des équipes de Terre de Montaigu avec les CPTS, c'est-à-dire l'ensemble des professionnels de santé du territoire, d'organiser dès que ça a été nécessaire, un centre de vaccination qui a très bien fonctionné, avec un niveau de vaccination qui est parmi les meilleurs du pays, et puis surtout une capacité de le faire dans des conditions confortables, fluides, et avec une volonté que nous avions ensemble, c'était de faciliter, notamment pour nos entreprises, un accès à une vaccination facile, pour faire en sorte que, malgré les difficultés, notre région économiquement tourne bien. Voilà. Donc ça a été un grand engouement. On a un peu moins de 500 bénévoles, tout compris, qui ont donné beaucoup de temps pour eux. 350 professionnels de santé qui sont aussi engagés très fortement. Et donc on voulait, ça nous paraissait important de faire cette cérémonie de remerciement. On est super content que les bénévoles, les professionnels de santé aient répondu à notre invitation de fêter finalement une année d'existence ensemble d'une belle aventure collective pour le centre de vaccination de Terre de Montaigu qui va fermer ses portes pour, je l'espère, définitivement. Ah, bien sûr, c'est très important. Parce que c'est un collectif qui fait que tout a bien, très bien même fonctionné. Donc voilà, là il y a les pompiers, il y a des civils, tous les acteurs étaient là. Et c'est bien d'avoir répondu présent. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir aussi. On était sur le pont et au milieu de la tempête et tout le monde a su répondre présent. Bon, je représente bien sûr le SDIS 85 et le SDIS a été présent sur l'ensemble du département. Et les sapeurs-pompiers se sont investis sur tous les fronts, sur tous les centres de vaccination, par la surveillance et plein d'autres choses. Et voilà, aujourd'hui, bien sûr, je représente le SDIS et l'ensemble des sapeurs-pompiers. Et au niveau du territoire, je suis le chef de centre des sapeurs-pompiers de Montaigu. Donc forcément, au niveau des territoires, nous avons été très actifs. Et nous devrions en savoir également un petit peu plus sur le devenir du centre de vaccination de La Roche-sur-Yon, installé au Bourg-sous-la-Roche depuis janvier 2021. Il devrait lui aussi prochainement fermer ses portes. On va passer maintenant à notre coup de fil à la presse. Alors, la matinale a passé un petit appel visio à Guillaume Roblet. C'est le directeur départemental de Ouest-France. Guillaume qui va revenir sur ce récent partenariat TV Vendée Ouest-France en vue de la présidentielle. Une tournée à votre rencontre dans 4 communes représentatives du département pour remonter vos préoccupations à quelques jours du premier tour. Et vous allez l'entendre, pour les journalistes de la presse écrite, c'était l'occasion de se confronter à la caméra. Ça permet surtout d'être transparent. C'est important pour nous médias, je trouve, d'être au milieu, voilà, d'être un peu en porte ouverte à une heure où il y a une certaine défiance vis-à-vis de la presse. Et au moins, on fait aussi, voilà, on dit aux gens, écoutez, venez, nos micros sont ouverts, venez. Il y a même des élus qui sont là, voilà, venez dire ce que vous avez sur le cœur, vos revendications, quelles sont-elles, dites-les nous. On est là pour faire remonter les choses, partir des citoyens, partir des Vendéens pour faire remonter, et c'est le but de cette émission.
effectivement, c'est vrai qu'à TV Vendée, ça vous paraît normal, mais à Ouest France, on fait du direct, mais sur de l'écrit, de la vidéo filmée, on n'incarne pas. Et c'est vrai que cette incarnation, moi, je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'il y a des codes, de présenter des invités, une manière de parler qui est très codifiée, mais très intéressante, très riche. C'est une partie de ce métier-là aussi. Moi, j'ai eu l'avantage de faire un peu de télé avant, donc j'avais quelques restes, on va dire, même si en regardant l'émission de La Roche, ça fait toujours bizarre. Mais les collègues, ce que je leur dis, c'est d'être naturel tout simplement, de bien articuler. Et on a l'habitude d'être avec des interlocuteurs, de représenter le journal. On a l'habitude, donc voilà, c'est juste qu'il faut pas oublier de regarder la caméra de temps en temps et puis écouter ce que dit Caroline, c'est mon conseil. Oui, c'est qu'on est lu, c'est ce que je me dis. Quand il y a un courrier de lecteurs mécontents, bon, effectivement, c'est qu'on est lu. Ce qu'il faut, c'est apporter une réponse, des explications et surtout être à l'écoute. C'est ça qui est important. Je pense que notre profession journaliste a des choses à améliorer. Nous, ce qu'il faut, c'est faire du reportage, passer du temps avec les gens, faire remonter les infos. Et dans les Vendéens ont des choses à dire. C'est notamment l'émission Saint-Michel en Lerme en est un très bon exemple. Qu'on soit en zone rurale, en zone urbaine, on a tous des choses à dire. Et nous, on est là pour ça. On est là pour faire remonter les choses. Et ce premier épisode tourné au Hall de La Roche-sur-Yon, eh bien, il est diffusé cette semaine. Vous pouvez le découvrir depuis mardi. Mardi prochain, place à Saint-Michel-en-Lerme, avant de faire étape à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et nous terminerons du côté des Herbiers. On va ouvrir maintenant le programme télé. Un extrait du jour qui nous emmène, vous allez voir, dans les coulisses d'un tailleur de pierre. Ça aurait pu être un nouvel épisode des Passionnés avec Grégoire de Châtillon, compte tenu de l'histoire familiale que vous allez entendre. Mais non, c'est Catel le Jeune et le Mageco et ça se passe au Luc-sur-Boulogne. Donc on est au Luc-sur-Boulogne et donc votre entreprise est spécialisée dans le taillage de pierre. Vous êtes tailleur de pierre de métier. Alors expliquez-nous, depuis combien de temps existe cette entreprise ? Alors l'entreprise, c'était l'entreprise de mes parents, donc elle date de 1973 et moi j'ai repris la suite de mon père en 2000. Donc maintenant c'est moi qui suis le gérant de l'entreprise. De toute l'équipe. Alors expliquez-nous, on voit des blocs de pierre autour de nous, mais quels matériaux vous travaillez essentiellement ? Alors, on travaille en taille de pierre, on travaille beaucoup de granit, du granit de Bretagne principalement. C'est ces blocs-là qui arrivent directement en gros bloc. Et après, on a la partie où on fait de la partie taille de pierre calcaire. Où là, c'est de la provenance, Dordogne beaucoup, sud-ouest de la France. Alors pour les professionnels, les particuliers ? Pour les deux. Bon, beaucoup de professionnels quand même, mais on travaille aussi pour du particulier en fourniture directe. D'accord. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est du plan de travail de cuisine ? Alors on a la partie décoration où là on fait du plan de cuisine, plan de salle de bain, bac à douche, toutes ces choses-là. Donc c'est des produits à base, on a des parties pierre et on a des produits aussi pierre reconstituée, où on travaille notamment tout ce qui est quartz, dectone, céramique. D'accord, oui, il y a beaucoup de coloris à ce niveau-là. Il y a beaucoup de coloris, il y a tout un ensemble de coloris. Et là, c'est vous qui réalisez les dessins de découpe, etc. C'est nous qui réalisons, ou alors il y a des architectes qui réalisent, ou des cuisinistes. On travaille soit directement avec le particulier, ou avec le cuisiniste. Qui vous fournit les plans dans ce cas-là ? Qui nous fournit les plans, et là on travaille avec le cuisiniste. Et c'est une émission à retrouver en intégralité sur l'antenne à midi par exemple et à la demande sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Avant de terminer cette matinale avec le rappel du jeu, nous allons faire le point sur l'un des titres développés largement depuis ce matin 7h. C'est cette situation dont on a encore du mal à estimer le nombre exact de personnes qu'elle concerne. 8000 peut-être vendéens. En tout cas, depuis le début de l'année, l'influenza aviaire est présente en Vendée. D'abord localisée, elle a désormais été détectée dans plus de 200 élevages du département. Une maladie qui entraîne l'abattage systématique de l'intégralité des cheptels touchés. L'État est donc en train de voir comment accompagner la filière et pas uniquement les éleveurs, mais bien toute la chaîne volaille de l'élevage à la transformation.
Et nous allons maintenant... vous avez également les images. Avant de passer au jeu, on va regarder ces images du simulateur auto qui a été développé dans le sud Vendée. Il vient d'être présenté et inauguré à Sainte-Gemme-la-Plaine. Des simulateurs qui sont en fait issus d'un laboratoire de développement de Trièze. On va passer maintenant au jeu de la matinale. Petit exercice d'impro juste avant le générique de fin de 9h, c'est pas très sympa ça. Voilà, alors le jeu. Regardez les images pour la dernière fois pour aujourd'hui et à vous de nous dire comment s'appelle cet événement Vicomtais. Ça, c'est la question de la semaine. L'indice du jour, cette chaise ne prendra jamais de S. À la clé, l'un d'entre vous repartira avec 2 entrées pour Legendia Park. Et 2 autres téléspectateurs qui nous enverront la bonne réponse repartiront eux avec 2 places pour aller assister à un match de la saison régulière de l'équipe de National 1 du VCBL Vendée Chaland Basket. Là-dessus, c'est la fin de cette matinale de jeudi. On va se retrouver demain dès 7h de bonne humeur, d'autant plus de bonne humeur que ce sera vendredi. On fera donc un nouveau démarrage de journée ensemble. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.